Salut Seb, tu sais qui m'a sollicité hier? Béatrice, tu te souviens? Elle a repris un resto en 2011, mais depuis, le business peine à décoller. Si cette tendance se poursuit, elle devra se résigner à fermer. Il me semble que son resto dispose pourtant de nombreux atouts. Tu crois que nous pourrions l'orienter dans sa réflexion stratégique? Je me souviens bien de Béatrice et de ses tiramisu. Je pense qu'un petit voyage en océan bleu pourra permettre à Béatrice d'amorcer une réflexion stratégique qui, je l'espère, lui permettra de faire vivre et prospérer son affaire. Le concept d'océan bleu a été introduit par Kim Emoborgne, chercheur au Blue Ocean Strategy Institute, et a été développé dans l'ouvrage Stratégie océan bleu. La stratégie de l'océan bleu repose sur la nécessité de ne pas opposer stratégie de différenciation et stratégie de coût, et de combiner les avantages de prix et de valeur présents dans la boussole stratégique prix-valeur. La boussole stratégique prix-valeur permet d'identifier le meilleur positionnement relatif prix-valeur possible pour un domaine d'activité stratégique considéré. La stratégie océan bleu vise ainsi à faire naître de nouveaux espaces stratégiques en s'appuyant sur une logique d'innovation-valeur. L'innovation-valeur constitue la pierre angulaire de la stratégie océan bleu. Les termes innovation et valeur doivent avoir une importance équivalente. Elle consiste ainsi à trouver le meilleur équilibrage possible entre coût et valeur pour les clients. Cette approche remet en cause l'un des dogmes les plus répandus parmi les adeptes des stratégies fondées sur la concurrence, lesquels tendent généralement à considérer qu'un arbitrage entre valeur et domination par les coûts est toujours nécessaire. En substance, l'innovation-valeur consiste donc à redéfinir le problème plutôt qu'à tenter de répondre à un problème existant. Elle suppose de répondre à 4 questions. D'abord, quelles sont les caractéristiques jusqu'alors acceptées par les concurrents du secteur considéré et qu'il s'agit d'exclure? Cela consiste à éliminer les éléments de l'offre qui ne contribuent pas directement à créer de la valeur. Ensuite, quelles caractéristiques sont pour l'heure absentes du secteur et pourraient être créées? Cela consiste à tenter de se démarquer par de nouveaux éléments. Ensuite, quelles sont les caractéristiques qui doivent être renforcées par rapport à l'état actuel des pratiques en vigueur? Enfin, il s'agira de se demander quelles sont les caractéristiques qui doivent être atténuées, c'est-à-dire des aspects du produit ou du service qui ne peuvent être supprimés, mais dont la portée et le coût peuvent être réduits. En pratique, la stratégie océan bleu peut, selon les auteurs, être appliquée à tous les secteurs d'activité. Elle sera particulièrement percutante dans des secteurs dans lesquels la concurrence est vive et la différence se fait essentiellement par les prix. Elle pourra revêtir 3 formes: la rupture technologique complète, la création de nouveaux enjeux au sein d'un secteur donné, ou encore la résolution d'un enjeu au sein d'un secteur donné. Kim Emoborgne pose plusieurs principes régissant la formulation des stratégies océan bleu. Les principes d'exécution de la stratégie ne seront pas présentés dans cette vidéo. Le premier principe permettant la formulation d'une stratégie océan bleu consiste à redessiner les frontières entre marchés. Le deuxième principe, à donner la priorité aux questions globales plutôt qu'aux chiffres. Le troisième principe, à viser au-delà de la demande existante. Enfin, le quatrième et dernier principe, à bien réussir le séquencement stratégique. Le premier principe de formulation consiste à redessiner les frontières entre marchés. Les auteurs identifient 6 pistes qui doivent permettre de redessiner ces frontières. Elles visent à remettre en cause les postulats généralement admis sans discussion par les acteurs d'un secteur donné, lesquels ont généralement tendance à prendre pour argent comptant une définition admise de leur secteur, à accepter la répartition du secteur telle qu'elle est ou telle qu'ils la supposent, à cibler tous le même groupe d'acheteurs, à faire des offres convergentes, à accepter le contenu fonctionnel ou émotionnel du secteur, ou encore à avoir en tête les mêmes horizons temporels. La première piste proposée, pour permettre de redessiner les frontières entre marchés, consiste donc à ne pas prendre pour argent comptant une définition admise du secteur. Elle visera en pratique à explorer les solutions alternatives présentes sur le marché, et reviendra notamment à se poser les questions suivantes. Quels sont les secteurs alternatifs du marché? Pourquoi les clients optent-ils tantôt pour une solution, tantôt pour une autre? À titre d'exemple, NetJets, qui a permis aux entreprises d'accéder à des vols destinés à leurs cadres sur des jets privés à des prix très compétitifs. La seconde piste permettant de redessiner les frontières entre marchés consiste à ne pas accepter la répartition du secteur telle qu'elle est ou telle que les acteurs la supposent. Elle consistera en pratique à explorer les différents groupes stratégiques du secteur. Par groupe stratégique, Kim Emoborgne désigne l'ensemble des entreprises d'un même secteur qui suivent une stratégie similaire. Les groupes stratégiques sont généralement classés selon 2 grands axes, le prix et la performance.
Cela reviendra notamment à se poser les questions suivantes. Quels sont les groupes stratégiques du secteur d'activité ? Ou encore, qu'est-ce qui pousse les clients à changer de groupe ? À titre d'exemple, on pourra notamment citer Curves, une société qui a complètement réinventé les clubs de fitness. Les entreprises d'un même secteur se concentrent généralement sur un seul groupe d'acheteurs. Or, changer de cible ou viser plusieurs cibles peut permettre de modifier la courbe de valeur de l'entreprise. La troisième piste permettant de redessiner les frontières entre marchés visera à explorer la chaîne des acheteurs-utilisateurs et reviendra en pratique à se poser les questions suivantes. Quelle est la chaîne des acheteurs du secteur d'activité ? Quel groupe d'acheteurs les entreprises du secteur ciblent-elles en priorité ? Ou encore, comment libérer du potentiel en changeant de groupe cible ? À titre d'exemple, on peut notamment citer l'entreprise Canon qui a démocratisé le photocopieur personnel. Très peu de produits existent dans un vide. D'autres ont le plus souvent une incidence sur la valeur accordée à ceux-ci. La quatrième piste consiste à ne pas se limiter à des offres convergentes. Elle reviendra à explorer des produits et des services complémentaires. En pratique, il s'agira notamment de se poser les questions suivantes. Dans quel cadre le produit ou service est-il utilisé ? Que se passe-t-il avant, pendant et après son utilisation ? Des sources de désagréments ont-elles pu être identifiées ? Est-il possible de les supprimer au moyen d'une offre ou d'un service complémentaire ? À titre d'exemple, on peut notamment penser à Philips qui lance la bouilloire intégrant un filtre, ou encore à Dyson qui retire le sac de ses aspirateurs. Les concurrents d'un même secteur ont généralement tendance à s'accorder sur la définition des produits et services à proposer, ainsi que sur les deux axes à privilégier dans la communication. Aspect rationnel lié au prix ou à l'utilité d'une part, aspect émotionnel d'autre part. La cinquième piste permettant de redessiner les frontières entre marchés consistera à ne pas accepter tel quel le contenu fonctionnel et émotionnel de l'offre, et donc à explorer et à questionner en profondeur ce dernier. En pratique, il s'agira notamment de se poser les questions suivantes. Les efforts compétitifs du secteur tournent-ils plutôt autour du fonctionnel ou de l'émotionnel ? Quels sont les éléments fonctionnels et ou émotionnels qui peuvent être améliorés ? À titre d'exemple, on peut notamment penser à Starbucks qui a fortement développé concomitamment les deux aspects de son secteur. La sixième et dernière piste, permettant de redessiner les frontières entre marchés, consistera à étendre ses horizons temporels et à explorer ainsi le temps par projection des grandes tendances. Pour analyser une tendance, il faut avoir à l'esprit les principes fondamentaux suivants. Une tendance doit avoir une importance décisive pour le métier exercé, elle doit être prévisible et suivre une trajectoire claire. La matérialisation de cette piste reviendra notamment à se poser les questions suivantes. Quelle tendance actuelle semble irréversible, orientée dans un sens clair et susceptible d'influencer l'avenir du secteur considéré ? En quoi cette influence consiste-t-elle concrètement ? Enfin, comment en profiter ? À titre d'exemple, on peut notamment penser au développement des plateformes de téléchargement payant de musique à la demande. Le premier principe de formulation stratégique consiste, comme nous venons de le présenter, à explorer 6 pistes permettant de redessiner les frontières entre marchés. Le second principe de formulation stratégique consiste à fixer les étapes qui permettront de matérialiser la stratégie. Kim et Mauborgne qualifient ce travail de visualisation stratégique. La première étape de ce travail, l'éveil visuel, consistera d'abord à comparer son entreprise à ses rivales en dessinant le canevas de la stratégie existante, puis à identifier les points à changer. La deuxième étape, l'exploration visuelle, consistera à aller sur le terrain pour explorer les 6 pistes conduisant à la création d'océans bleus, à noter les avantages particuliers d'offres alternatives de produits ou services, et enfin à identifier les critères à exclure, à créer ou à modifier. La troisième étape, le concours des canevas stratégiques, consistera à dessiner le canevas de la stratégie à venir sur la base des recherches terrain, à sonder les clients des concurrents et les non-clients sur d'autres canevas possibles, et enfin à profiter des opinions recueillies pour mettre au point la stratégie optimale. La quatrième et dernière étape de cette visualisation stratégique, la communication visuelle, consistera à diffuser une feuille unique mettant en regard les 2 profils stratégiques, avant, après, ainsi qu'à réserver le soutien aux projets ou aux actions opérationnelles qui permettront de resserrer l'écart entre les deux et donc de réaliser concrètement la nouvelle stratégie. Si le concept de canevas stratégique ne sera pas détaillé dans cette vidéo, notons simplement qu'un canevas stratégique permet de révéler le profil stratégique du secteur d'activité en l'explicitant. Pour constituer un marché assurant une demande globale suffisante, il convient de rompre avec 2 pratiques très répandues, la tendance à privilégier les clients existants et la tendance à une segmentation de plus en plus poussée comme réponse à la diversité des acheteurs. Le troisième principe de formulation stratégique consistera à viser au-delà de la demande existante. Ceci constitue l'une des clés de l'innovation valeur.
Pour viser au-delà de la demande existante, il conviendra donc notamment d'identifier les 3 niveaux de non-clients et de viser le marché le plus gros possible. Notons que Kim et Mauborgne identifient 3 niveaux de non-clients. Un premier cercle constitué des non-clients imminents qui achètent ponctuellement mais uniquement par nécessité. Un second cercle constitué des non-clients anti qui refusent d'adhérer à l'offre. Enfin, un troisième cercle, le plus éloigné du marché existant, qui regroupe tous les clients n'ayant jamais pensé à l'offre. Le quatrième principe de formulation stratégique consiste à bien réussir son séquencement stratégique. Pour ce faire, il conviendra de se demander si l'idée proposée comporte une valeur suffisamment forte pour l'acheteur. Pour évaluer l'utilité d'une offre ou d'un service, les auteurs identifient 6 leviers d'utilité pour le client. La productivité, c'est-à-dire la capacité du point de vue du client à faire une opération plus rapidement qu'auparavant, la simplicité, la commodité, le risque, l'amusement, l'image, ou encore le respect de l'environnement. Il conviendra ensuite de se demander si le prix fixé permet d'attirer et de conserver les clients. Kim et Mauborgne proposent un outil, le corridor de prix de cœur de marché, qui fonctionne en 2 étapes. D'abord, l'identification du corridor de prix de cœur de marché, ensuite la désignation d'un niveau de prix à l'intérieur du corridor. Il conviendra ensuite de se demander si le prix permet de maintenir le coût cible sans sacrifier la rentabilité. Enfin, et dans la mesure où une stratégie océan bleu peut représenter une menace pour les pratiques consacrées et soulever crainte et résistance parmi les parties prenantes, les auteurs recommandent de communiquer et d'impliquer très en amont ces dernières, les salariés, les partenaires, les clients, plus largement la population, afin d'identifier les obstacles à la réalisation de l'idée et de s'assurer de sa capacité à les combattre. Merci Sébastien pour tous ces éléments. Voici ce que je retiens en synthèse. La stratégie océan bleu est valable quel que soit le secteur d'activité. Elle repose sur un nouveau paradigme. Elle est basée sur l'innovation-valeur. Elle s'oppose à la stratégie dominante, qui est souvent une position par défaut et qui est qualifiée par les auteurs d'océan rouge. Elle a vocation à créer de nouveaux espaces concurrentiels. Elle se fonde essentiellement sur le terrain via l'exploitation des attentes clients et l'identification des tendances futures. En somme, stratégie océan bleu et stratégie océan rouge s'opposent radicalement. Quand la stratégie océan rouge consiste à agir dans le périmètre existant, la stratégie océan bleu tend à favoriser l'émergence de nouveaux espaces stratégiques. Quand la stratégie océan rouge consiste à disputer des parts de marché aux concurrents, la stratégie océan bleu tend à mettre la concurrence hors de portée. Quand la stratégie océan rouge consiste à répondre à une demande existante, la stratégie océan bleu permet de créer une demande nouvelle par le développement d'une offre créative. Enfin, quand la stratégie océan rouge consiste à arbitrer entre valeur et coût, la stratégie océan bleu consiste à concilier avantage de valeur et avantage de prix. C'est bien ça, et je pense que la réflexion proposée par Kim et Mauborgne peut permettre à Béatrice de redessiner les contours de son offre. Elle repose sur un diagnostic précis et large de son entreprise, de son secteur, des attentes exprimées ou latentes des clients, actuels ou potentiels. En ce sens, elle doit être articulée à d'autres outils tels que le canevas stratégique, la boussole stratégique prix-valeur, la longue traîne ou encore l'analyse SWOT. Cette présentation devrait déjà pouvoir aider Béatrice à se poser les bonnes questions. N'hésite pas à lui dire que nous pouvons l'accompagner dans cette première phase de réflexion stratégique. Ok Seb, et merci pour ces éléments, je vais les transmettre à Béatrice. Pour l'aider à amorcer l'exercice, je vais lui suggérer d'étudier le cas du Cirque du Soleil. Cet exemple permet d'illustrer concrètement la mise en œuvre d'une stratégie de type océan bleu. Parfait, salut là de ma part. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous sera utile. Rendez-vous dans la description pour approfondir le sujet, nous aider à développer la communauté, garder le contact avec Sigmatic et soutenir notre travail. Encore merci et à bientôt.